Vous suivez votre émission Jeunesse et Société sous la collaboration des Bilingué Yamwinda de l'archidiocèse de Brazzaville. Et voilà, chers amis à l'écoute, nous sommes de retour sur ce plateau. Pour des personnes qui viennent de nous prendre de court, nous rappelons que le thème d'aujourd'hui est « Jeunes victimes des détracteurs sexuels, comment y faire face ?» Alors la dernière, peut-être pas la dernière question, autre question pour vous, Madame Emmanuelle, est-ce qu'il y a vraiment une sensibilisation ? Les élèves sont-ils suffisamment sensibilisés à leurs droits, à leur corps ou encore à la notion du consentement dans les établissements? Alors non, les élèves ne sont pas sensibilisés dans ce cadre-là. Je crois que à ce moment-là, l'enseignant devrait porter sa touche d'encadreur, d'éducateur, jouer le rôle de père, de mère, de grand frère, de grande sœur envers ces apprenants-là, pour leur permettre de dénoncer ce genre de faits. Mais sinon, il n'y a pas des mesures stratégiques qui sont vraiment prises pour pouvoir sensibiliser ces apprenants dans les lycées. Concrètement. D'accord. Merci infiniment pour vos belles réponses. Nous vous rappelons que à la fin de toutes ces questions, il y aura une question commune pour tous, celle de savoir quel message allez-vous donner à ces personnes qui nous écoutent. Passons maintenant dans un autre cadre, on passe au volet psychologie. On est là sur le plateau avec Monsieur Okobo, psychologue de son état, qui va nous répondre à des questions tellement touchantes, des questions tant attendues aussi. Alors, sans plus tarder, passons à la première question. Monsieur Okogo, quelles sont les conséquences psychologiques les plus fréquentes chez les jeunes victimes? D'accord, merci beaucoup madame pour la parole aussi accordée. Il y a plusieurs conséquences psychologiques parce qu'il faut noter que les violences sexuelles, ça cause beaucoup de souffrances, souvent psychologiques. Et à la longue, lorsque cette souffrance n'est pas soignée, la personne peut développer certains troubles mentaux, comportementaux et autres. Mais parmi les conséquences, nous pouvons citer, nous avons la peur, et l'isolement, et aussi la perte de se fonctionner normalement. Nous avons l'anxiété qui est là, et nous avons l'angoisse. On peut encore citer, nous avons les sentiments de honte, la personne a honte, et nous avons aussi les sentiments de culpabilité, la colère et l'apathie. On peut encore aussi citer que comme conséquence, nous avons des troubles fonctionnels, nous avons l'asthénie physique, des douleurs. La personne est fatiguée toute la journée, il est là, ne veut plus en sortir. Et nous avons aussi des dysfonctionnements sexuels. Par exemple, nous avons perte de désir, nous avons le dégoût, bien l'évitement des rapports sexuels. Nous avons l'anorgasme, encore appelé l'absence de l'orgasme. Nous avons la dyspareunie ou bien les douleurs génitales lors des rapports sexuels, le vaginisme. Encore aussi noté chez la femme, par exemple, les troubles menstruels. Nous avons l'aménorrhée, ça veut dire que l'absence des règles, la personne peut faire 2 mois, même 6 mois, ne voit pas ses règles. Nous avons aussi, on peut citer, l'aménorrhagie, qui se définit comme les règles abondantes. Ça veut dire que la personne peut régler durant 1 mois, même plus de 6 fois, 4 à 6 fois. Et nous avons l'irrégularité du cycle menstruel, son cycle devient irrégulier. Et nous avons aussi des règles douloureuses. On peut aussi noter aussi des troubles de conversion, par exemple, de marche et une paralysie des membres. Donc, il y a beaucoup de conséquences psychologiques, psychosociales sur le devenir des personnes qui ont été violées ou bien
souffrant des violences sexuelles. En tout cas, ce n'est pas facile pour un être humain de vivre toutes ces conséquences-là. Vraiment tellement difficile. Et on tire l'attention de tout un chacun, vraiment de prêter attention à autrui. On ne sait pas. Peut-être l'autre est en train de vivre ses conséquences en cachette dans le silence. Prêtons attention, laissons notre cœur être ouvert face à ces fléaux. Poursuivons avec nos questions, monsieur le scologue. Alors, pourquoi est-il si difficile pour un jeune qui fut victime de cette situation d'en parler? Pourquoi il est difficile? Il faut noter que les agressions sexuelles dans notre culture, c'est d'abord nous considérer comme un sujet de honte, comme un tabou. Le fait d'en parler, on va nous considérer comme quelqu'un qui était lui-même exposé, responsable. Et aussi, il faut noter que c'est un traumatisme. C'est un événement qui est difficile à en parler. Parce qu'en voyant la gravité, le fonctionnement psychologique et la plaie qui saigne intérieurement, c'est pas facile d'exprimer un mot par un mot. Le mot qu'il s'agit pour exprimer notre souffrance, c'est pas facile parce que ça fait mal, ça déstabilise, ça modifie notre état de conscience et ça cause beaucoup de souffrance. Et prenons le cas où une personne arrive quand même à en parler, mais la société ne l'a pas cru. Comment est-ce que cette personne va se sentir psychologiquement? Donc psychologiquement, la personne encore va beaucoup souffrir parce que lorsqu'on en parle, on a besoin de l'aide. On a besoin des mesures d'accompagnement. On a besoin qu'on puisse nous comprendre pour nous aider. Mais lorsque nous en parlons, mais il n'y a pas le feedback, il n'y a pas des mesures d'accompagnement. Il y aura le repli sur soi. Et il y a plusieurs conséquences. On peut citer, il y a le passage à l'acte. La personne peut se suicider. Je dis, on ne me croit pas, à quoi bon encore de vivre. Peut consommer de javel, sniper, ou se suicider. La personne peut rester dans la maison, souffrir d'une dépression profonde, ne dort pas, ne mange pas, ne parle à personne. La personne souffre. Or, lorsque la personne en parle, il en a besoin. Accompagnons, aider la personne à trouver la solution. Parce que c'est pas facile. Si on n'en soigne pas, ça reste des cicatrices, des traces qui resteront à vie dans notre vie mentale, dans notre santé mentale. Et ça peut perturber. Ça peut demeurer perturbé durant toute notre vie. Et il y aura des conséquences plus tard. Merci, monsieur le scologue. On vous l'avait déjà prévenu, chers auditeurs, que c'est un sujet tellement délicat, crucial, très sensible. Alors, prenons vraiment connaissance de tout ce qui se dit, notons si possible. Cela peut aider quelqu'un. Autre question, monsieur Okogo. Est-ce qu'on peut être complètement guéri d'un traumatisme sexuel? Évidemment, je dis oui, parce que il faut noter que il y a une différence entre le stress post-traumatique et le traumatisme. Après l'agression sexuelle, 1 à 2 semaines, la personne peut manifester les signes d'un stress post-traumatique. Ça veut dire que les troubles de sommeil, la personne ne mange pas, la personne revoit dans les rêves des cauchemars, il y a la méfiance, la timidité, la tristesse, il y en a beaucoup. Maintenant, après 2 semaines, on en a de 2 semaines jusqu'à 6 mois. Si les mêmes symptômes se répètent à chaque instant, ça veut dire qu'il y a un traumatisme qui est installé, qui est là. Alors, dès le début, normalement, nous conseillons aux parents, aux personnes qui sont victimes des agressions sexuelles, dès le premier jour, de venir à l'hôpital. Pourquoi? Parce que on peut faire de telle sorte que ce traumatisme ne puisse pas installer. Et nous aurons la possibilité et la responsabilité d'accompagner dès le début la personne. Si un symptôme veut s'installer, on peut écarter ce symptôme-là. Bon, lorsque la personne arrive tard, et le traitement, ça prend sur du temps. Et lorsque nous constatons qu'il y a ce qu'on appelle une dissociation, la personne développe des hallucinations, il y a des délits qui sont tellement élevés à ce moment-là, on envoie en psychiatrie, justement pour la prescription des médicaments, mais tout en revenant chez le psy pour faire une réhabilitation psychosociale.
Ça veut dire quoi? Que lorsqu'une maison qui a été détruite, il faut reconstruire. Mais pour reconstruire, il faut balayer d'abord, nettoyer. Voilà Exactement, oui. Alors, fidèles auditeurs, on a tellement envie d'en parler encore et encore. Nous rappelons que les personnes qui répondent, ce sont des experts dans chaque domaine précis, éducation, du point de vue juridique aussi, la psychologie et bien d'autres. Prenons peut-être l'avant-dernière question avec Monsieur Okogo. Peut-on prévenir ces abus? Bon, la prévention dans notre société, on peut dire, il est quasiment difficile de prévenir de façon absolue. Parce que nous vivons dans une société où chacun a reçu son éducation, on ne sait pas qui est qui, et la consommation des drogues, d'alcool, autres, là, c'est un peu difficile. Non, moi, avec le temps, on peut réduire. On peut réduire. Par exemple, en ayant des campagnes de sensibilisation, on demande aux parents de prendre soin des enfants. Un enfant de 5 ans, une fille de 5 ans, de 6 ans, on ne peut pas rester, on ne peut pas la confier chez n'importe qui. La fille devrait être accompagnée de ses parents, elle est là. Les jeunes filles aussi ne doivent pas s'habiller de façon décente en laissant des parties intimes qui vont attirer les prédateurs sexuels. Et l'État aussi doit prendre les responsabilités. En voyant une jeune fille de 15 ans, de 17 ans, avec des habits, à ce moment-là, on peut arrêter la police. Donc, il y a des méthodes, il y a aussi des moyens d'accompagnement qui sont globaux. Les parents, l'État, quand je parle de l'État, de l'école en général, et aussi l'enfant lui-même, en fonction de son éducation à la maison, les parents doivent en parler. D'accord, Monsieur Okogo, merci vraiment pour vos réponses tellement bonnes. Et je rappelle encore, on n'a pas assez de temps. On passe directement à Monsieur Emmanuel Kenza. Alors, Monsieur Emmanuel Kenza, bienvenue sur ce plateau. La première question est la suivante. Que ressentez-vous lorsqu'on parle de jeunes victimes d'agressions sexuelles? Merci pour cette question. En tant que jeune d'une communauté, entendre parler des jeunes victimes d'agressions sexuelles, je pourrais dire, ça soulève en moi un mélange profond et de tristesse, on peut le dire, de colère et de responsabilité. Car c'est un sujet lourd, douloureux, mais absolument nécessaire à aborder. Et ce que je ressens comme vous l'avez su le poser et tout, c'est comme une tristesse profonde, car ces histoires touchent directement à l'innocence que des jeunes ont placée en des figures d'autorité religieuse, et voir cette confiance trahie est tellement bouleversant. Merci, Monsieur Emmanuel Kenza. Autre question pour vous. Avez-vous déjà reçu des informations ou bien formations sur la sensibilisation des violences sexuelles? La formation, non, je dirais non, mais des informations, oui, à plusieurs reprises. Et durant même toutes ces semaines-là et tout, en fait, virtuellement parlant et tout, j'ai eu des informations des agressions et tout, surtout sur le côté homosexualité et tout, qui devient pour nous comme ça devient comme une information qui n'est plus voilée et tout, et c'est comme un sujet qui domine toute la toile au niveau de notre pays, dire plutôt même au niveau de l'Afrique. Donc, c'est un sujet tellement fréquent, chers auditeurs. Alors, Monsieur Emmanuel Kenza, si un de vos proches ou bien une amie vous confiait avoir été victime, que feriez-vous? Bon, à ces niveaux, déjà, c'est pas facile quand la personne vient se confier à toi, et parce que il te donne une confiance et il est sûr de ce qu'il est en train de dire, mais ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est de l'écouter d'abord et de ne pas le juger, c'est de l'orienter par rapport à tes capacités. Si tu es capable de le sortir dans ce genre de situation d'agression sexuelle, tu le fais. Maintenant, si tu n'es pas en mesure de le faire, faut plutôt l'orienter en une personne qui est plus expérimentée que toi pour sauver la personne. Pensez-vous vraiment que les jeunes sont bien outillés pour aider quelqu'un qui fait face à cette situation? Bon, outillés, je dirais non, parce que on peut pas proclamer de dire que ces jeunes sont outillés, parce que
s'ils arrivent à recevoir ce genre d'agression, c'est comme ce que vient de dire le psychologue tout à l'heure. Il y a manque de formation et il y a la peur. Il y a la peur, qu'on peut le dire, la peur de dénoncer, parce que il y a certaines communautés ou religieuses qu'on trouve cela comme un sujet tabou, parce que si tu dénonces, soit on t'écarte de la communauté. Donc, si on peut le dire que non, ça renvoie à un acte de l'isolement. Donc, c'est comme si tu te dis, si je le fais, on va m'écarter, je ne serai plus considéré. Donc, je me dis, ils ne sont pas outillés parce que il y a manque de formation et il y a le manque de courage de dénoncer face à ces actes. D'accord, monsieur Emmanuel Kenza, merci vraiment pour vos réponses très intéressantes. Merci. Alors, fidèles auditeurs, nous allons souffler un peu avec la musique que nous propose la régie. Alors, à Yaganaël, les commandes. Bien au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur, malgré la nuit, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Bien au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur, malgré la nuit, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Chers amis à l'écoute, fidèles auditrices et auditeurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre thème de ce soir. Vraiment, il faudrait en parler. C'est ça le premier pas pour aller vers une guérison. Et aussi à nous, qui sommes l'entourage peut-être de ces jeunes-là qui sont victimes, qui n'arrivent pas à se confier, prêtons attention à l'autre. Je sais que c'est difficile de nos jours de prêter attention à autrui, on ne voit que le soi, mais quitte à nous quand même d'avoir ce œil-là à être interpellé par les cris des autres. Alors, nos chers invités, un mot de la fin à ces auditeurs qui nous écoutent. Chers jeunes, chers parents, l'éducation de nos enfants nous concerne. Chers jeunes, ne vous repliez pas sur vous-même. Trouvez des personnes de confiance qui peuvent vous aider à traverser ce genre de traumatisme. Chers enseignants, chers corps professoral, s'il vous plaît, ces jeunes ont besoin de votre appui. Prenez la peine d'intégrer ce genre d'éléments, ce genre de conversation dans vos différents enseignements pour pouvoir dénoncer ce genre de faits et surtout aider, sauver des vies. Merci. Le suivant. Ce que je peux dire en tant qu'aîné au niveau de l'église d'une communauté, je dirais plutôt aux jeunes de prendre toutes ces précautions, en fait, de ne pas avoir peur. Il faut toujours dénoncer parce que qui dit responsable d'une communauté religieuse, qui dit aussi un bon berger pour toi de te diriger dans un bon chemin. Donc, ces jeunes, chers responsables, ces jeunes que le Seigneur nous a envoyés, c'est pour leur mettre dans les bonnes conditions et de leur montrer le vrai chemin du Seigneur. Pas de les désorienter, de les abuser d'eux et de profiter derrière leur gentillesse. Je pense que chacun de nous sur cette terre, on aura des comptes à rendre auprès du Père lui-même. Merci. Merci aussi beaucoup en tant que psy. Ce que nous pouvons tirer comme conclusion dans cette émission est que nous savons que les jeunes traversent une crise et la crise est souvent les sociale. Ce sont les premiers à être dévorés par les prédateurs sexuels. Donc, je tire beaucoup l'attention aux parents. Les parents ont la responsabilité d'éduquer les enfants. Ne laissons jamais à nos enfants d'être des proies faciles aux prédateurs sexuels. Les parents doivent regarder de façon plus pratique
le fonctionnement, le comportement de leurs enfants. Les parents aussi devraient être en communication directe chaque jour pour évaluer les facteurs de risque chez les enfants. Aussi, l'État devrait rien peu de renforcer les mécanismes. L'État devrait être vraiment prudent concernant ce sujet-là. Aussi, les enfants ne devenaient pas un point facile pour les prédateurs sexuels. Par exemple, un monsieur qui consomme l'alcool, qui prenne des drogues, vous savez qu'il est là, il a un comportement malhonnête, un comportement paranoïaque. Vous ne devez pas faire amitié avec lui. Si vous voyez dans la rue, il faut dévier. Évitez aussi de vous promener la nuit dans des endroits isolés. Là, on peut vous avoir facilement. Vous devez d'abord vous protéger vous-même. Vous devez être prudent. Et en évitant toute communication avec des personnes qui sont considérées comme à risque pour les violences sexuelles. Et aussi, lorsque cet acte arrive, il est mieux d'aller à l'hôpital, aller consulter le psychologue et le gynécologue. Ils sont là pour vous soigner, pour vous aider. Parce que le mal, quand on ne soigne pas, ça ne disparaît jamais. Et à la longue, ça cause beaucoup de conséquences psychologiques, physiques et psychosociales. Donc, venons à l'hôpital quand vous constatez que quelque chose ne marche pas. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Il ne faut pas vous dire que je suis faible. Non. Non moins, prenez la responsabilité. Nous sommes là, les psys, pour vous aider, pour vous soigner, pour vous guérir mentalement aussi. Et aussi, ce que je pourrais vous dire aussi, où nous devrons, en tant qu'adolescents et adolescentes, nous avons la responsabilité de fixer des lignes de conduite. Évitons de discuter avec les inconnus. Prenons notre vie en main. Les parents ont la responsabilité, l'enfant aussi, et l'État aussi a une grande responsabilité pour réduire et protéger nos enfants. Merci énormément, merci pour votre temps ainsi que pour ces beaux messages. Alors nous remercions chaleureusement vraiment à tous ces invités qui ont partagé avec nous ce plateau. Nous remercions notre scologue, monsieur l'avocat, madame l'enseignante, l'éducatrice et notre cher aîné, notre cher monsieur Emmanuel Kenzia d'être là avec nous sur ce plateau. Nous disons aussi un grand merci à la régie, à Ganaël, ainsi qu'à toute l'équipe de la Radio Maria. Merci à vous, surtout à vous qui nous écoutez depuis toujours. Merci d'être là à l'écoute. Alors, on se dit à très bientôt, mais avant, n'oublions pas que cette émission a été enregistrée, a été bâtie avec la collaboration des jeunes de la lumière de l'archidiocèse de Brazzaville. Alors, pour toute préoccupation, n'hésitez pas de nous contacter au 06 822 99 00. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode qui, on connaîtra le thème d'ici peu, on garde le suspense. Et d'ici là, prenez très bien soin de vous et des autres aussi. On se dit, soyons scotchés. Vous avez suivi votre émission Jeunesse et Société sous la collaboration des Jeunes de Lumière de l'archidiocèse de Brazzaville.